Bonjour à tous. Aujourd'hui, je souhaite vous faire découvrir un nouveau pays. Un pays qui a sur son drapeau un monument. D'ailleurs, c'est le seul pays au monde qui a un monument sur son drapeau. Et ce monument, eh bien, au-delà d'être l'endroit le plus visité du pays, c'est aussi le plus grand complexe religieux au monde. Un pays qui a changé de nom 6 fois depuis 60 ans, depuis son indépendance. Un pays pour qui le curry est le plat national, et je ne vous parle pas de l'Inde. Un pays qui a l'habitude de manger des insectes. Un pays où on ne célèbre pas son anniversaire, surtout dans les zones rurales. Eh bien, ce pays, vous le connaissez tous parce qu'il y a des liens très étroits avec la France. Il s'agit du Cambodge. Et si cela vous intéresse, je vous invite à regarder le reste de la vidéo. Le Cambodge est d'une superficie de 180 000 km², ce qui fait à peu près un tiers de la France, ou à peu près la taille de la Syrie. Comme vous pouvez le voir sur cette carte, le Cambodge partage les frontières avec à l'ouest la Thaïlande, au nord le Laos, à l'est le Vietnam et au sud le golfe de la Thaïlande, bien sûr. Le mot Cambodge viendrait du roi Kambuswayambhuva, qui était un sage hindou et aussi un roi indien qui est allé dans l'est de l'Inde et qui combattit en fait le roi Naga. Et en le tuant, il va épouser sa fille Kambu et de Kambu va donner Kambuja, le Cambodge. Alors regardons plus en détail, qu'est-ce que le Cambodge? Le Cambodge en fait c'est une plaine alluviale. L'alluvion en fait ce sont des sédiments déposés lors des crues. Et effectivement, l'altitude est très plate. On est dans un pays plat de 126 mètres d'altitude qui est composé du Mekong. Mekong, nous avons déjà parlé lors du Vietnam, du Laos et de la Chine, mais également du Tonlé Sap, qui est un grand lac qui normalement fait 3000 km² et qui peut, lors des crues, monter jusqu'à 7000 km². Eh bien, ces deux fleuves vont composer la majorité du territoire cambodgien. Alors effectivement, vous avez au nord ce qui fait la frontière avec l'Isan, le nord-est de la Thaïlande avec les montagnes Dang Krek, mais aussi au nord-est, vous avez des paysages plutôt montagneux et boisés. Mais les plus grandes montagnes du pays vont se trouver au sud-ouest, où vous avez justement les monts Kavan et les monts Damré, avec notamment pour le pic le plus élevé du pays, le mont Aroal à 1813 mètres d'altitude et le mont Sankos à 1743 mètres d'altitude. À noter enfin que la côte est peu peuplée, mais elle se développe très rapidement sur le golfe de Thaïlande et que le climat est tropical. Alors concernant la géographie humaine, il faut bien prendre en compte que le Cambodge est aussi un petit pays. Alors certes, 2 fois plus peuplé que le Laos, que nous avons mentionné précédemment, mais de 17 millions d'habitants, donc qui reste beaucoup moins peuplé que ses voisins vietnamiens ou thaïlandais. C'est aussi un pays encore très rural. À peine 29% des Cambodgiens vivent en ville. En fait, ce pourcentage de 25%, il est plus faible qu'il a été en 1975. D'ailleurs, même en 1975, le taux d'urbain était descendu à 4%. Mais ça, c'est l'histoire qui va nous l'expliquer. Enfin, il faut noter que la densité par habitant est de 94 habitants au kilomètre carré. Parmi les villes principales de ce pays, nous devons d'abord mentionner Phnom Penh. Alors, Phnom Penh, qui veut dire littéralement la montagne de Penh, c'est la capitale du Cambodge. Avec 2,1 millions d'habitants, c'est la ville principale du pays. C'est aussi un cas de macrocéphalie puisqu'elle forme 12% de la population du Cambodge. Cette ville a été construite par Ponhit Yat en 1434. Et oui, le pauvre, il en avait marre que les Thaïlandais détruisent sa capitale, qui était Angkor Thom, et du coup, il décida de déplacer sa capitale plus éloignée de la frontière thaïlandaise afin de la protéger. Mais également, le site était intéressant de Phnom Penh puisqu'il était situé sur une voie commerciale. Elle devient également ensuite la capitale du protectorat français sous l'Indochine. Les Français vont aussi adopter un plan damier. Ça sera, avec ses nombreux bâtiments art déco, la perle de l'Asie dans les années 20. Et ensuite, en 1975, les Khmers rouges vont complètement vider la ville, qui ensuite va se repeupler à la chute du régime. Et c'est ainsi que Phnom Penh va connaître un développement urbain chaotique. Aujourd'hui, Phnom Penh est situé au carrefour de toutes les routes nationales
mais aussi entre les routes qui vont du Vietnam à la Thaïlande. Ensuite, en deuxième ville, nous devons citer Sihanoukville, en l'honneur du roi Norodom Sihanouk, qui est en fait le premier port en eau profonde du Cambodge sur le golfe de Thaïlande. Sihanoukville, à peine 156 000 habitants, vous voyez la différence avec Phnom Penh, a pour particularité effectivement d'avoir ce littoral, des plages. Elle est connue parce qu'elle accueille de nombreux investisseurs cambodgiens et chinois. Enfin, la ville accueille aussi de nombreux casinos. Ensuite, en troisième ville, nous devons mentionner Battambang, qui est en fait la véritable capitale de l'ouest du Cambodge. Alors non seulement elle est située sur la route entre Phnom Penh et la Thaïlande, mais elle est véritablement un hub commercial et ethnique de l'ouest du Cambodge. À ce titre, elle accueille des minorités Lao, Khmer, chinoises et thaïlandaises. Au-delà d'être caractérisée par son architecture coloniale, le nom Battambang vient en fait d'un géant qui aurait perdu son bâton lors d'une bataille et au cours de laquelle, serait né un ruisseau. Enfin, Siem Reap, qui est tout simplement la ville qui veut dire là où les Thaïlandais se sont fait aplatir. Ouais, disons que les relations entre Cambodgiens et Thaïlandais, c'était pas historiquement funky. C'est une victoire. Les Thaïlandais avaient envahi encore une fois le Cambodge et ce sont les troupes royales cambodgiennes qui vont défaire ces troupes thaïlandaises. Alors cette ville, elle est intéressante parce qu'en fait c'est la porte d'entrée du site touristique le plus visité du Cambodge, qui est Angkor Wat, effectivement. Donc l'économie de la ville est très centrée sur le tourisme. Le Cambodge comprend 24 provinces qu'on appelle les Ket. Ces provinces, en fait, on peut voir différentes spécialités, spécificités par région. D'abord, on doit mentionner que le Mondol Kiri et le Kampong Thom sont les deux plus grandes provinces du Cambodge. Mais en général, à l'exception des villes et de Kep, les provinces cambodgiennes sont entre 3 000 et 14 000 km². Au nord-ouest, c'est là où vous allez trouver les différents sites angkoriens. Donc au-delà de la province de Siem Reap que j'ai mentionnée, nous pourrons également citer Banteay Min Chey, qui est en fait à proximité également du site Angkor, donc qui profite de sa proximité pour avoir une activité proche du tourisme, mais également c'est une région agricole. Vous avez également, en raison de sa proximité avec la frontière thaïlandaise, une activité qui tourne autour des casinos. Ensuite, à l'est de Siem Reap, vous avez Preah Vihear. Alors Preah Vihear, en fait, c'est un temple très connu. D'ailleurs, c'est un site classé au patrimoine de l'UNESCO et c'est certainement l'un des temples les plus importants de l'Asie du Sud. Il faut savoir que ce temple a été l'objet d'un conflit frontalier, à peine il y a 20 ans, entre le Cambodge et la Thaïlande. Ce conflit a été résolu par la Cour internationale qui a donné raison au Cambodge. Ensuite, au nord-est, avec les provinces de Stoang Treng, de Rotanakiri et même de Mondol Kiri, on arrive plutôt vers l'est sauvage. Là, vous avez moins de sites angkoriens, vous avez plus la nature, vous avez plus effectivement un paysage boisé, montagneux, donc là ce sera plus de l'écotourisme. Vous allez par exemple à Kratché, c'est très connu parce que vous allez avoir les dauphins de l'Irrawaddy, et de manière générale vous pouvez voir aussi des éléphants. Donc ce sont des régions très agricoles, très tournées sur l'écotourisme. Ensuite, au centre, là, vous avez véritablement le cœur urbain, dense, industrialisé du Cambodge, qui va tourner autour de la capitale, Phnom Penh, et notamment d'autres provinces comme Kampong Thom, Kampong Cham, Kampong signifiant port en khmer. Donc, effectivement, on peut suggérer ici la présence de ports fluviaux qui permettent effectivement l'acheminement de biens. Il faut savoir aussi que le Cambodge produit énormément de poissons, mais ça sera plutôt dans la région de Tonle Sap, le grand lac que j'ai mentionné. Et puis le sud, alors déjà au sud vous avez Kampot. Kampot, c'est synonyme de poivre, puisque ce sont les colons français qui ont installé la culture du poivre dans cette région. Mais c'est aussi une région qui se développe énormément parce que elle reste encore préservée. Ces plages, en tout cas, restent immaculées par rapport à la Thaïlande voisine qui a peut-être déjà trop bétonné. Donc, on retrouve un cachet naturel. Pour combien de temps ça ? On ne sait pas encore. Enfin, à l'ouest, donc autour du Tonle Sap, vous allez avoir aussi d'autres pagodes, d'autres sites angkoriens. Si vous souhaitez visiter ce pays, eh bien d'abord je vous propose le Tonle Sap, le lac en tant que tel, qui est très joli avec ses maisons sur pilotis, mais également tout autour ces sites. Vous avez aussi Kampot et Kep,
qui sont dans le sud avec ces plages qui sont incontournables. Vous avez la province de Ratanakiri et la province de Kratchi que nous vous avons mentionné pour sa nature. Vous avez ensuite Nomkulen National Park qui est à visiter, ou l'île de Khon Rang. Mais effectivement, il y a un patrimoine culturel qui est présent en raison de son long passé, notamment le temple de Prasad Preaviar, celui qui a été classé au patrimoine de l'UNESCO, je viens de mentionner. Mais il faut citer également les temples de Kokher, qui est une ancienne capitale khmer, et également les temples de Sandor, Priekuk. Mais bien évidemment, si j'évoque le Cambodge, eh bien, vous allez immédiatement penser à Angkor Wat. Alors, Angkor Wat, qu'est-ce que c'est? Comme je l'expliquais en introduction, c'est le plus grand temple, le plus grand complexe religieux au monde. Il a été construit par le roi khmer Surya Varman, que nous allons évoquer effectivement. Donc, elle n'était pas la première capitale de l'Empire khmer. Vous verrez, ça a été l'une des villes les plus peuplées du Moyen-Âge. On considère que ça pouvait aller jusqu'à 800 000 habitants. Cette population pouvait effectivement être contenue en raison du réservoir de l'eau qui était en présence autour du site. Il faut également mentionner que à la base, Angkor Wat était un temple hindou qui était dédié à Vishnu et qu'ensuite il s'est transformé en un temple bouddhiste. Il faut enfin considérer que la ville fut malheureusement pillée de nombreuses fois, notamment par les Chams et d'autres peuples. Enfin, je dois mentionner que la langue officielle du Cambodge est le khmer. Alors, le khmer, c'est une langue austro-asiatique. Ce groupe, nous l'avons déjà évoqué dans la vidéo sur le Vietnam. C'est un groupe qui comprend 132 langues. Mais sur ces 132 langues, en fait, seules 2 sont officielles, le vietnamien et le khmer. Donc le vietnamien prend tellement de place que le khmer représente que seulement 13% de ce groupe. Et donc, imaginez 130 langues restantes, elles n'occupent que très peu de place. Alors, à la différence du vietnamien, le khmer n'est pas une langue tonale parce qu'elle n'a pas été influencée autant par le chinois que a pu l'être le vietnamien. Le khmer utilise un alphabet pali qu'on appelle l'alphabet Vatelutu, qui comprend 33 consonnes et 22 voyelles. D'ailleurs, pendant la colonisation française, les Français ont voulu imposer un alphabet romanisé qui n'a jamais fonctionné. Le Cambodge est divisé en 3 groupes ethniques. Alors, vous avez les Khmers du Cambodge, qui vivent au Cambodge, qui disposent de la nationalité cambodgienne. Ensuite, vous avez les Khmers du Nord, qu'on appelle les Khmers sourines, qui vivent principalement dans l'Isan, parlent le khmer bien sûr, mais aussi des langues lao. Enfin, vous avez les Khmers Krom, les Khmers d'en bas, qui eux vivent dans le delta du Mékong. Au-delà de parler du khmer, parlent aussi le vietnamien. Sur le khmer en tant que tel, vous avez seulement entre 18 à 19 millions de locuteurs. La majorité des locuteurs khmer vivent en Cambodge, mais vous avez également 1 million de locuteurs khmer au Vietnam, 1 million en Thaïlande, et il faut parler de la diaspora khmer, principalement installés aux États-Unis, en France et en Australie. Concernant la répartition ethnique, vous voyez que 89% des habitants du Cambodge sont des Khmers, donc il s'agit d'un pays extrêmement homogène. Vous avez également une forte minorité vietnamienne, à peu près 4,7% des habitants, qui parlent aussi une langue austro-asiatique. Vous avez les Chams, qui forment 1,4% de la population. Nous avons parlé lors de la vidéo sur le Vietnam, donc regardez la vidéo sur le Vietnam, et vous avez une forte communauté chinoise. Alors, comment on est arrivé à cette situation linguistique? Eh bien, effectivement, c'est l'histoire qui va l'expliquer. Comme les Vietnamiens, les Khmers, comme il s'agit d'un peuple austro-asiatique, ils sont originaires de la péninsule indo-chinoise. Alors, on émet l'hypothèse qu'ils seraient originaires du plateau de Korat, donc c'est-à-dire dans l'Isan. Ceci s'explique certainement par le climat tropical qui permet à des populations de survivre qu'à des altitudes un peu plus élevées. On a vu que le Cambodge est très plat, plus climat tropical égale par exemple maladie tropicale. Donc peut-être que les peuples ont vécu pendant un certain temps sur les plateaux afin d'échapper à ces maladies, par exemple. On aurait considéré que les Khmers se seraient déplacés de ce plateau de Korat jusqu'au delta du Mékong vers moins 200. Les archéologues ont également découvert que les ancêtres des populations autochtones maîtrisaient le terrassement circulaire artificiel, c'est-à-dire que cette technique agricole permet une meilleure utilisation de l'eau et des sols dans un terrain finalement montagneux ou accidenté où vous pouvez habiter ces populations. Donc au final, l'histoire, elle est arrivée avec des marchands indiens et chinois qui sont arrivés en fait au début de notre premier millénaire et effectivement attirés par les différentes ressources locales existantes. Ces marchands vont échanger ce qu'ils produisent, notamment on peut penser à la soie, on peut penser à différents matériaux
contre de l'or, de l'ivoire, des épices produits sur place. Et qui dit échanges commerciaux, dit également échange d'idées. Et donc, après un certain temps, effectivement, on va échanger des idées sur peut-être l'organisation de la société, sur par exemple la religion, et donc va se constituer à peu près entre 68 et 550 la civilisation de Funan. Ça va être plus des cités-États qu'un royaume complet. Et notamment, on peut citer le roi Kodinia, qui est le deuxième roi de cette civilisation, qui va de l'Inde, puisqu'on est bien dans l'Indochine, donc ce pays a été véritablement influencé par l'Inde, par l'alphabet. Il va introduire un système d'irrigation peut-être propre à l'Inde, mais également la coexistence entre l'hindouisme et le bouddhisme venant d'Inde, et la vénération du culte Shiva. Et donc cette civilisation va durer à peu près 500 ans jusqu'à ce qu'une autre civilisation émerge qu'on appelle les Shenla. Les Shenla vont être divisés en deux. Vous avez d'une part au nord les Shenla de terre qui sont plutôt concentrés sur l'agriculture de subsistance, et Shenla de l'eau, qui est plutôt centré sur le commerce et sur la voie maritime. Effectivement, on a vu que l'apogée de Cambodge, ça va être l'Empire Khmer. Et qui va fonder cet empire? Eh bien, c'est un certain Jayavarman. Jayavarman II va être souverain de 802 à 850. Et il va être à l'origine de l'Empire Khmer, qui va s'étendre de 802 à 1431, même si la date 1431 fait débat pour les historiens. Donc Jayavarman II, il va être considéré comme le fondateur de l'Empire Khmer, et à ce titre, il va être respecté en termes religieux. En tant que souverain, lui et ses descendants étaient responsables du bien-être du royaume, de la fertilité des sols, en échange, effectivement, d'un service militaire intermittent, mais aussi de l'accomplissement de corvées par le peuple. À sa mort, la capitale va être déplacée, elle sera déplacée plusieurs fois, notamment sur le Tonlé Sap, et l'un de ses descendants, Indravarman Ier, va justement être à l'origine de ce qu'on appelle les structures pyramidales, qu'on va appeler les bakong, qui vont servir de modèle à toutes les tours ensuite construites. Il va être aussi à l'origine de la construction d'un grand réservoir qui va permettre plus tard l'établissement d'une cité-État importante et d'un empire qui est le Khmer. Son fils Yasovarman Ier, lui, il va justement s'installer sur le site actuel d'Angkor Wat, mais il ne va pas construire le site actuel. Mais déjà, il va s'installer, il va être à l'origine du mot Angkor. Angkor vient du sanskrit, donc on voit encore l'influence de l'Inde, qui veut dire Nagara, et Nagara, ça veut dire la ville. Un siècle plus tard, au début du XIe siècle, vous avez un premier roi qu'on appelle Suryavarman Ier, qui veut dire littéralement le roi soleil. Et comme notre roi soleil, eh bien, il va se démarquer des autres souverains parce que il va étendre l'Empire Khmer à son apogée maximale, incluant une grande partie de la Thaïlande. Il va également centraliser le pouvoir, avoir un contrôle plus accru sur la bureaucratie et développer le commerce extérieur. Enfin, vous avez un deuxième Suryavarman II, donc ils sont deux rois soleil quand même, hein, on doit être jaloux quand même. Et eh bien, Suryavarman II, lui, il étend son pouvoir et il se dit, bah, tiens, j'aimerais bien aussi inclure Dai Viet. Le Dai Viet, nous avons parlé dans la vidéo sur le Vietnam. Par deux fois, eh bien, il va échouer. Deux tentatives infructueuses. Et à chaque fois qu'il essaie d'envahir le Dai Viet, il demande au Champa de venir. Le Champa que nous avons mentionné dans la vidéo sur le Vietnam, donc qui est au sud du Vietnam. Et il dit à chaque fois, viens, on va essayer de conquérir le Dai Viet. Mais le Champa, à la fin, ils disent, bah, non, on en a marre, etc. À chaque fois, on se fait rétamer, c'est bon, c'est fini. Alors, le Yavarman II, il va dire, hop, 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 si vous faites ça, ben moi, je vais vous annexer. Donc, au lieu d'annexer le Dai Viet, Suryavarman II, il va annexer le Champa. C'est comme ça. Et pour la petite histoire, donc il est mort en 1150. Eh bien, 27 ans après sa mort, eh bien, le Champa va se révolter. C'est ainsi que vous allez avoir des guerres incessantes entre l'Empire Khmer et le Champa. Ils vont du coup piller Angkor Wat. Et c'est ce qui va justement amener à peut-être à changer de capitale, puisque Suryavarman II va annexer le Champa se révolte, va piller encore, et il va falloir attendre le dernier grand souverain de l'Empire Khmer, qui est tout simplement Jayavarman VII, pour que l'Empire Khmer réémerge et ensuite se libère de la pression Champa. Mais vous voyez que les confrontations vont durer pendant très longtemps entre le Champa et l'Empire Khmer. Et donc, du coup, Jayavarman VII, pour la formation, il va quitter, du coup, Angkor Wat qui a été pillé, pour Angkor Thom. Alors,
effectivement, cet empire qui a duré 400 ans, qui est l'apogée du Laos, il va décliner. Alors, déjà, on a un indice. En 1283, lorsque les troupes mongoles arrivent dans la péninsule indo-chinoise, Kubilan Khan, que nous avons évoqué, demande un tribut au souverain khmer pour la reconnaissance de la suzeraineté mongole. L'empereur khmer accepte, et donc il paye un tribut. Donc ça veut dire déjà que l'empire peut-être se sent pas suffisamment fort pour justement maintenir une distance avec l'empire mongol. À titre de comparaison, nous avons vu que le Daviet a résisté aux attaques mongoles. Et puis, même si encore va rester pendant 200 ans, vers 1200 jusqu'à 1400, une cité prospère, étincelante, riche et peuplée, on voit quand même un certain nombre de facteurs qui conduisent au lent déclin de l'Empire khmer. D'abord, on doit noter le passage, le changement de religion. Il faut savoir que la cour était plutôt adepte de l'hindouisme et du bouddhisme Mahayana. Et que le peuple, lui, avait déjà adopté le bouddhisme Theravada, beaucoup plus individualiste, un peu plus un retour sur les origines. On voit que ce bouddhisme Theravada va s'imposer aux élites. Et peut-être que c'est l'un des facteurs, puisque en imposant une religion beaucoup plus individualiste, eh bien, l'empereur khmer ne va peut-être pas disposer d'un peuple prêt à se battre, comme par exemple le Vietnam, qui est beaucoup plus confucianiste, qui adopte la loyauté envers le village, où la figure paternelle est incontournable. Donc peut-être que c'est déjà un facteur culturel qui va changer les rapports de force. Mais c'est pas le seul. Vous avez également le changement climatique. Effectivement, on a vu que Angkor Wat était situé à côté du Tonle Sap et effectivement, il fonctionne en fonction des réservoirs. Et donc, c'est une cité très agricole et hydraulique. À partir du moment où on constate au XIIe siècle un changement climatique, des plus longues sécheresses ou de plus grandes inondations, eh bien, cela va impacter les récoltes et effectivement, cela va impacter tout le système politique. Enfin, dernière chose, on voit, et on l'a vu de la vidéo sur le Laos, une migration thaï au nord du Laos et sur la Thaïlande. Et cette migration, elle va être continue, perpétuelle, et elle va s'organiser autour de royaumes, dont le royaume thaï d'Ayutthaya, qui n'a cessé d'attaquer l'Empire khmer, attaquer, piller Angkor Wat, Angkor Thom, notamment en 1369, en 1389 et en 1431. Donc toutes ces raisons peuvent expliquer pourquoi vous avez un long déclin de l'Empire khmer. Et justement, en 1431, le souverain Panhéat en a marre, il se fait piller, il décide de changer de capitale. Alors lui, ça sera le dernier empereur khmer et le premier roi du Cambodge. Et il va effectivement, comme on l'a mentionné, choisir le site de Phnom Penh. Panhéat, c'est une figure qui va marquer la fin de la domination de l'Empire khmer. On constate qu'à partir du XVIe siècle, XVIIe et XVIIIe siècle, finalement, le royaume de Cambodge devient plus ou moins un royaume vassal du royaume thaï d'Ayutthaya et que les seuls moments où l'Empire khmer réémerge, c'est le moment où finalement les Birmans attaquent les Thaïlandais. Donc les Thaïlandais ne pouvant plus contrôler le royaume de Cambodge, eh bien sa prise de contrôle est relâchée et du coup ce qui permet la réémergence du pouvoir khmer, notamment on peut citer le roi Ang Chan entre 1516 et 1566. Mais au-delà de ça, effectivement, c'est une mainmise thaïlandaise. Et on voit l'émergence à partir du XVIIIe siècle d'un autre acteur, d'un autre voisin, c'est le Vietnam. Et finalement, le Cambodge passe d'une domination thaï à un ballottage entre ses deux voisins, entre le Siam, la Thaïlande, et le Vietnam. En 1794, par exemple, le souverain Ang Eng doit céder les deux provinces occidentales du Cambodge au souverain siamois, en reconnaissance de l'échange du soutien thaï pour qu'il puisse monter sur le trône. Au règne suivant, donc c'est Ang Chan II, 1806-1834, le souverain doit reconnaître la double vassalité du Siam et du Vietnam. Entre 1835 et 1841, eh bien c'est même le Vietnam qui choisit une princesse, d'ailleurs qui sera séquestrée, la pauvre, et ses deux sœurs étant contre l'occupation vietnamienne vont être noyées. Et enfin, le dernier souverain, ça va être Duong, qui est le frère de Ang Chan, qui va régner de 1848 à 1860. Eh bien, il va régner avec le soutien siamois. Donc, vous voyez que c'est un ballottage entre les deux pays. Et donc, on arrive progressivement à la fin du XIXe siècle, où, comme je l'ai mentionné sur la vidéo du Vietnam, où les Français se sont installés en Cochinchine, et effectivement, cette puissance européenne va intéresser les souverains khmers qui souhaitent se dégager des deux tutelles siamoises et vietnamiennes. Alors les Français, eux,
à partir de 1862, sont très intéressés après avoir annexé la Cochinchine parce qu'ils souhaitent contrôler le Mékong. Mékong qui est effectivement pas navigable, mais ils souhaitent s'affranchir de l'expansion britannique. Ils souhaitent étendre leur colonie de Cochinchine et leur intérêt, du coup, déborde déjà sur le Cambodge. En 1863, du coup, le fils de Duong, qui est Norodom, va signer un traité où les affaires étrangères vont être contrôlées uniquement par la France. Et l'annexion va être remise à plus tard en raison de la guerre franco-prusse, donc elle va prendre 20 ans. Et en 1884, le souverain du Cambodge est contraint de signer le protectorat, faisant du Cambodge un protectorat français. Et effectivement, ça va être une révolte importante puisque les Cambodgiens ne sont pas prêts à être annexés par les Français. Le rapport de force, malheureusement, joue en faveur des Français. Le bilan de la colonisation française, paradoxalement, peut-être, c'est ce qui a empêché le Cambodge d'être annexé par ses voisins. Effectivement, les Français vont moderniser le pays en construisant des routes, des ponts, en instituant un système judiciaire, une administration, mais aussi, effectivement, une collecte des taxes, puisqu'on ne peut pas construire les infrastructures sans argent. Et surtout, c'est une colonisation, c'est-à-dire une exploitation économique de la colonie par la métropole. Et en l'occurrence, ici, ça va être les plantations de riz et de caoutchouc pour justement l'industrie française et non pour la consommation locale. Le bilan est somme toute négatif, comme n'importe quel bilan de la colonisation. Alors, on arrive à la Seconde Guerre mondiale, les Japonais, au début, gardent l'administration de Vichy, et vers la fin de la Seconde Guerre mondiale, ils pressent le roi Norodom Sihanouk, le fils, de déclarer l'indépendance du Cambodge. Les Français reviennent, il va justement se démettre de cette parole en disant qu'effectivement, il a été pressé par les Japonais. Mais effectivement, les Français sont conscients de la nouvelle situation, de la nouvelle donne. Ils vont installer une monarchie constitutionnelle, comme au Laos. Et en 1953, effectivement, le Cambodge déclare son indépendance et arrive aux accords de Genève de 1954. En tant qu'État indépendant. Alors, la véritable figure politique au début de l'indépendance, c'est le roi du Cambodge. Et la constitution nouvellement adoptée dans les années 50 ne permet pas au roi d'être un acteur politique. C'est un peu comme une monarchie britannique ou alors le rôle équivalent du président lors de la 4e République. Donc, Sihanouk, en 1955, va abdiquer en faveur de son père afin d'être dans l'arène politique et créer ce qu'on appelle le Sangkum Reastrenium, qui est la communauté socialiste populaire. Donc, c'est un parti politique au cours duquel il va justement être la figure incontournable de la politique cambodgienne jusque dans les années 1970. En 1970, lors d'une visite en URSS, l'Assemblée nationale cambodgienne va voter sa destitution. En 1970 va donc commencer la guerre civile entre le gouvernement de Phnom Penh et les communistes cambodgiens qui sont dirigés par Salosar, plus connu sous le nom de Pol Pot. Et Pol Pot va être le dirigeant des fameux sinistres Khmers rouges. Et les Khmers rouges vont remporter cette guerre civile en 1975 et vont transformer la société cambodgienne en une société maoïste. Et notamment, donc déjà il va changer le nom du Cambodge en Kampuchea démocratique, mais également il va vider les villes et il va mettre les personnes qui vivaient en ville à la campagne. Et cette transformation maoïste va être à l'origine de près de 1,5 million de morts, soit 20% de la population cambodgienne. Alors, ces gens meurent principalement de malnutrition, d'épuisement, mais aussi d'exécution. On peut citer la prison 21 à Phnom Penh. Sur 20 000 prisonniers, seuls 7 ont survécu. Et finalement, le régime des Khmers rouges va mettre fin en 1979 lors d'une intervention du Vietnam en décembre 1978. Les Vietnamiens vont rester après une dizaine d'années jusqu'à ce que, en 1989, à nouveau, le gouvernement libéralise des produits, libéralise son régime économiquement, encourage la pratique de la religion. Et du coup, on arrive aux accords de Paris de 1991 qui vont être effectivement une signature des différentes factions pour mettre fin à la guerre civile. Alors, on arrive aujourd'hui à une forme constitutionnelle. C'est une monarchie constitutionnelle, mais ce n'est pas une monarchie héréditaire, c'est une monarchie élective. C'est-à-dire que le roi actuel
a été choisi par le Conseil du Trône, composé du Premier ministre et de l'Assemblée nationale. On voit une forte influence française, puisqu'il s'agit d'un régime démocratique avec des élections, il s'agit d'un régime bicaméral avec une Assemblée nationale et un Sénat. L'ensemble des pouvoirs appartient au Premier ministre. Alors, le Premier ministre, pendant très longtemps, a été justement Hun Sen, Premier ministre entre 1985 et 1993, puis entre 1998 à 2023. Son fils est maintenant le Premier ministre. Il faut noter que Pol Pot est mort qu'en 1998. La scène politique va être dominée par deux partis politiques. Le Parti du peuple cambodgien, qui est effectivement un parti cambodgien pro-vietnamien communiste, et le Parti du sauvetage national cambodgien. La libéralisation de l'économie qu'on a mentionnée en 1989 va permettre aux Cambodgiens d'acheter et de vendre des produits qu'ils ne pouvaient pas auparavant. Et il faut noter que le pays est membre de l'OIF, car vous avez à peu près 3% de locuteurs et 463 000 francophones. Il faut noter également que le roi Sihanouk a été à l'origine en 1970, a été l'un des membres fondateurs de l'OIF. Il est aussi membre de l'ASEAN depuis 1999 et de l'OMC depuis 2004. Enfin, à partir de 2009, vont s'ouvrir les procès des Khmers rouges, et notamment Kaingwek Eav a été condamné à 19 ans et d'autres procès sont en cours. Alors, donc, concernant l'économie, on a vu qu'effectivement, l'économie s'est libéralisée à partir de la fin des années 1989. Le Cambodge va quand même connaître la crise asiatique à la fin 1997 et qu'à partir de 2000, vous voyez que effectivement, c'est un taux assez important, entre 10% à 6% au début. Elle va être marquée par la crise de 2008, puis à nouveau reprendre des taux de croissance importants avant d'être à nouveau enregistrer une croissance négative à cause du Covid. Alors, cette croissance importante au début du siècle est expliquée par le fait que le pays connaît enfin une stabilité politique. Jusqu'à l'indépendance, pendant 50 ans, malheureusement, le pays a connu que la guerre. Donc, stabilité politique. Ce taux de croissance fort s'explique aussi par une main-d'œuvre abondante et peu chère, donc un coût de production bas. Et effectivement, un pays qui est en pleine reconstruction. D'ailleurs, vous voyez les chiffres. Le PIB en 2000 était seulement de 3 milliards, il est maintenant de 30 milliards. Le PIB cambodgien a été décuplé. Le PNB par habitant est passé de 300 $ par habitant à 1759 $. Mais que 9% du PIB cambodgien est en fait l'envoi des fonds de travailleurs. Il faut aussi qu'il y a beaucoup de bailleurs internationaux, l'Union européenne, le Japon, qui également envoient des fonds au Cambodge pour permettre sa reconstruction. La monnaie utilisée, enfin, est le riel. L'économie cambodgienne repose encore beaucoup sur l'agriculture, puisque, effectivement, on vient de voir, ça reste encore un pays aux 2/3 rural. L'agriculture, notamment le riz, le caoutchouc, le maïs, les légumes, le noix de cajou, le manioc, le tabac ou la soie. Vous avez un secteur secondaire qui se développe, notamment l'industrie du textile. 70% de l'industrie manufacturière, c'est le textile, c'est 12% du PIB, donc c'est un rôle assez considérable. La construction, puisqu'il faut tout reconstruire, l'agroalimentaire et d'autres industries. Les principales exportations du pays, effectivement, eh bien, vous avez un secteur tertiaire qui est en plein développement, mais effectivement, c'est le tourisme qui joue aussi à 12% du PIB, le commerce, les services et les grands groupes du pays. Alors, il faut nommer d'abord Akleda, qui est une banque commerciale du Cambodge, Sokfin Group, qui est une entreprise agricole et agro-industrielle dans plusieurs pays, mais notamment au Cambodge. Vous avez Shinmong Group, qui est une société qui est diversifiée dans la construction, l'immobilier, la distribution, l'industrie et les boissons. Cambodia Brewery Limited, donc pour la bière. Naga Corp, qui est une société de développement, d'exploitation et de jeux de complexes hôteliers, notamment dans les casinos. Une entreprise qui est basée à Hong Kong, mais vous avez une entreprise, une filiale au Cambodge. Alors, concernant les différentes personnalités cambodgiennes. D'abord, je souhaite mentionner Rosner Seresotir, parce que c'est une grande chanteuse cambodgienne qui a une immense popularité dans les années 60-70. Et malheureusement, elle va décéder avec les Khmers rouges. Ensuite, vous avez Ritipan, qui est un réalisateur et cinéaste cambodgien qui est connu notamment pour son film S21 qui parle de la fameuse prison S21 de Phnom Penh et qui a reçu le prix du meilleur film au film international du film de Locarno. Ensuite, vous avez Van Nat, qui est un peintre également survivant du génocide khmer et qui évoque dans ses différentes réalisations des exactions commises par les Khmers rouges. Et enfin, on peut mentionner Lung Ang, qui est une écrivaine cambodgienne et qui est connue pour ses mémoires, notamment The First They Killed My Father, A Daughter of Cambodia Remembers.
Et donc, du coup, elle explique également ces tragédies. Concernant la gastronomie cambodgienne, alors vous voyez que c'est complètement différent de la gastronomie vietnamienne ou thaïlandaise. C'est vraiment une identité à part. Vous avez d'abord le hamok, qui est un curry à base de poisson. Donc, je l'ai dit, le curry est très important. Poulet cuit à la vapeur dans du lait de coco et des épices. Vous avez le lok lak, qui est un plat de bœuf sauté avec des oignons et de l'ail et de la sauce poisson. Vous avez le kandam cha, qui est un crabe sauté au poivre noir. Le somlar kari saek mohan, qui est un curry rouge khmer à base de légumes, de viande ou de poisson. Le bai sat shruk, qui est un porc grillé avec du riz gluant. Le koe teav, qui est une soupe de nouilles de riz originaire de Phnom Penh. Vous avez le samlat chapek, qui est une soupe aigre douce cambodgienne aux légumes et à la viande et aux poissons. Le poisson grillé de Treng Haong, qui est le poisson farci à la citronnelle et qui est grillé au barbecue. Vous avez le Flea Satchkot, qui est une salade cambodgienne avec du riz. Et enfin, vous avez le Nom Ban Chok, qui sont des nouilles de riz cambodgiennes légèrement fermentées. Au niveau des desserts, je vous propose le Tok Kola, qui est une bouillie de fruits sucrés, ou le Nom Ansung. Concernant le sport, je voudrais mentionner Son Seavme, qui est une taekwondoïste cambodgienne qui a remporté la première médaille olympique aux Jeux asiatiques de 2014. Il faut mentionner des sports qui sont très proches de ce qu'on peut avoir dans la région, notamment le sepak takraw, où vous avez le kickboxing khmer, qu'on appelle le pradal serai, qui est un art martial très proche de ce qu'on peut avoir, la boxe thaï. Vous avez aussi la balle de tir à la corde, donc c'est deux équipes qui s'affrontent en tirant sur une corde dans l'espoir de faire tomber l'équipe adverse. La pétanque, héritage de la colonisation française. Et il faut savoir que le Cambodge a participé aux Jeux Olympiques depuis 1956, mais n'a remporté aucune médaille. Pour finir, quels sont les défis du Cambodge? Alors, premier défi, il s'agit d'un défi géopolitique. Petit État, entre deux États, vous avez vu de par son histoire, il a toujours été compressé entre ses voisins, ce qui peut expliquer pourquoi le Cambodge est proche, par exemple, de la Chine. On ne l'a pas mentionné. Vous avez aussi une démocratie qui est encore naissante et qui peut paraître fragile. Vous avez également l'avenir de ces tribunaux cambodgiens concernant les exactions commises par les Khmers et qui vont jouer encore un rôle prépondérant dans la vie politique de ce pays. Vous avez les défis économiques puisque, effectivement, cette croissance qui est très importante, que nous avons mentionnée, ne bénéficie pas à tous puisque encore 13% de la population cambodgienne vit en dessous du seuil de pauvreté. Vous avez au niveau de la santé et de l'éducation des taux d'alphabétisation et un accès aux services de santé qui reste encore marginal, limité. Et enfin, l'environnement. Alors, on peut mentionner effectivement déjà aussi des barrages qui sont construits en amont sur le Mékong qui vont inéluctablement avoir une conséquence sur ce pays qui dépend énormément des alluvions que nous avons mentionnées. Et aussi, on doit parler de la déforestation. Voilà, comme d'habitude, si vous avez aimé, eh bien, n'oubliez pas de liker, de partager et surtout de vous abonner. Moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Merci à tous et à très bientôt. Au revoir.